De ce point de vue, on a aussi deux grands accords qui sont en ce moment en cours de négociation, l'un avec le Mercosur et l'autre avec l'Inde, qui doivent permettre d'apporter cette démonstration. Je ne reviens pas sur le travail des grandes politiques publiques sur lesquelles ils attendent l'Europe, sur lesquelles ils ont identifié que l'Europe faisait des choses, ou à l'inverse, sur lesquelles ils attendent que l'Europe fasse des choses. Et je ferai ceci tout en émaillant d'une série de déplacements sur le terrain de ce que j'appelle l'Europe concrète. En Bretagne, qui est-ce qui a permis de lutter contre la marée noire? C'est l'Europe. Qui est-ce qui, sur le littoral du Languedoc-Roussillon, a investi massivement pour protéger ce littoral contre l'érosion? C'est l'Europe. Qui est-ce qui a permis de développer en zone rurale un certain nombre de structures qui permettent de garder un aménagement du territoire? C'est l'Europe. Et ce que je veux faire, c'est faire découvrir à nos compatriotes autour d'eux ce qu'est cette Europe concrète qui s'incarne dans leur vie quotidienne et qui a trop souvent été oubliée, de la faute d'ailleurs des politiques, puisque quand c'est bien, c'est le gouvernement français, et quand c'est mal, c'est l'Europe. Sortons de ça. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. La dernière chose, c'est donc sur cette idée d'une Europe qui protège. Les frontières, dans le cadre de l'Europe, et l'actualité immédiate l'a encore montré, sont des frontières communes. Et ma conviction profonde, c'est que la frontière des différents pays, surtout ceux qui sont dans l'espace Schengen, ne doivent pas être considérés comme étant uniquement la frontière italienne, ou la frontière française, ou la frontière espagnole. Ce sont des frontières européennes. Et notre devoir est de les défendre à l'échelle européenne. Parce qu'elles ne peuvent pas être défendues et assumées uniquement par un seul pays isolé, qui fait face en réalité à des flux de migration qui dépassent très largement. Ça signifie quoi? Ça signifie un renforcement de Frontex, ça signifie un renforcement de toutes les opérations dites des Rabbits, qui notamment sont opérationnelles en Grèce avec des résultats qui sont extrêmement importants, et ça signifie un meilleur travail et coordination européenne entre toutes les opérations de garde frontière. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on comprenne qu'on doit basculer dans un autre raisonnement. Schengen ne peut pas reposer sur ce paradoxe où d'un côté on dit, une fois que vous rentrez dans l'espace Schengen, vous pouvez circuler partout, et de l'autre côté, on laisse chaque État seul et se débrouiller de façon quasi solitaire par rapport à la gestion de ses frontières. Si nos frontières sont européennes, alors elles doivent être défendues de façon conjointe, et avec des aides qui sont des aides européennes. Et donc, que ce soit pour l'Italie, que ce soit pour la Grèce, que ce soit pour l'Espagne, que ce soit pour la France, il me semble indispensable que le raisonnement soit positionné à l'échelle européenne. Et c'est sur cette dimension-là que nous travaillons avec Bressort-Tefeu. Je me permettrai de rajouter sur cette idée de l'Europe qui protège un dernier sujet qui est pour moi très important. Tous les pays européens sont frappés d'une montée exponentielle des trafics de drogue. Dans tous les établissements scolaires aujourd'hui, notamment les établissements du secondaire, nos enfants sont soumis au risque de l'exposition au trafic de drogue. En France, 8 lycées sur 10 sont potentiellement exposés à des difficultés en matière de trafic de drogue. Est-ce que la France seule peut gérer ça? Sûrement pas. Et là, on a aussi besoin d'une Europe qui protège et qui nous permet de coordonner nos actions ensemble. La présidence du G8, G20 mettra ce sujet sur la table, celui des routes mondiales de la drogue. Derrière, la déclinaison opérationnelle peut évidemment se faire aussi à l'échelle européenne. Voilà, j'ai largement excédé la liberté qui m'était accordée, mais maintenant j'aurai beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Et du débat que nous filons ensemble maintenant depuis un certain nombre de temps. La position, qui est maintenant une position et un débat européen, partagé comme vous l'avez. Première chose, la Roumanie et la Bulgarie ont vocation à rentrer dans l'espace Schengen. Ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Deuxième chose, les énormes progrès qui ont été faits par la Roumanie et la Bulgarie doivent être salués. À la fois pour améliorer l'opérationnalité de leurs frontières et de la protection de leurs frontières, et en même temps pour lutter contre la corruption, ce qui n'est jamais facile dans un pays, et ça touche toutes les démocraties, et ça peut s'appliquer à beaucoup de démocraties européennes, des critères de Schengen. Ça signifie que même si on en reste uniquement sur l'approche stricte Schengen, il n'y a pas de possibilité d'avoir une rentrée à brève échéance de la Roumanie et de la Bulgarie. Premier sujet. L'opinion publique qui disent, mais vous avez contrôlé uniquement de savoir combien est-ce qu'il y avait de caméras, combien de gardes frontières et combien de véhicules, et sans prendre en compte les aspects d'effectivité de défense de la frontière, les aspects d'efficacité de la justice, les aspects de lutte contre la corruption, les aspects d'indépendance, les aspects de protection des bases de données. Comment est-ce que vous pouvez laisser passer des choses aussi incohérentes?
Donc notre objectif est de travailler simplement et dans un climat qui soit constructif avec la Roumanie et la Bulgarie, et de mettre en place ensemble un plan d'action sur l'ensemble des points qui nous semblent des points importants sur lesquels on peut avancer. À créer un rejet dans l'opinion publique européenne. Que l'Europe ait des racines chrétiennes. Que le mouvement de christianisation ait été un des facteurs de constitution de la conscience européenne. Qui peut contester ça? Un des premiers mouvements qui a touché l'ensemble de l'Europe, c'est la diffusion de la christianisation, notamment avec tout le travail qui est parti initialement d'Irlande et le travail de christianisation fait à partir de l'Irlande et des foyers des monastères irlandais, et qui a contribué à diffuser la christianisation sur l'ensemble de l'échelle européenne. Au nom de quoi est-ce que dire ça est un scandale? Au nom de quoi est-ce qu'on aurait des complexes à assumer cette identité et ses racines chrétiennes? Racines chrétiennes ne signifie pas qu'ensuite on plaide pour une Europe qui soit enfermée dans une chrétienté fermée et qui n'aurait pas de sens. Ça, c'est absurde. Mais ce qui est tout aussi absurde, c'est de contester un fait historique que l'Europe a des racines chrétiennes. Et je pense qu'au moment où on a fait retirer de la Constitution et du projet de Constitution, on a considérablement affaibli les chances d'avoir le soutien de l'opinion publique européenne. Tout simplement parce que les gens n'ont pas compris, sous prétexte de ne fâcher personne. Cette Europe-là n'est pas bonne. Et ce n'est pas cette Europe-là qu'on doit défendre. Que l'Europe assume ses racines, qu'elle assume son histoire, qu'elle assume ses valeurs, c'est la meilleure garantie ensuite de sa tolérance et de son ouverture aux autres. Et une identité qui est refoulée, c'est une identité qui se venge toujours. Après qu'on plaide ensuite pour une Europe qui défend la diversité religieuse, qui défend la possibilité d'avoir au sein de l'Europe toutes les opinions et toutes les options spirituelles, c'est pour moi une évidence. J'ai travaillé sur toutes ces thématiques qui sont inscrites au cœur de la laïcité française. Mais ça ne suppose en rien de renier ce qu'est notre histoire, ce qu'est notre patrimoine et ce que sont les racines chrétiennes de l'Europe. Donc non seulement, je ne sais pas si c'est une évolution de ton, non, en tout cas pour moi il n'y a aucune évolution de ton. Je suis maire du Puy-en-Velay. Ma ville est le point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cet itinéraire a contribué à créer l'identité européenne. Je ne vois pas au nom de quoi je serais supposé avoir des scrupules ou des complexes sur ce que j'appelle moi l'Europe des clochers et qui fait partie de notre paysage. D'abord, vous me permettrez d'apporter une petite touche personnelle. Vous vous adressez à quelqu'un qui a fait ses études sur le monde arabe. J'ai vécu en Égypte, j'ai étudié en Égypte, j'ai travaillé en Égypte. J'ai notamment fait un investissement et un engagement humanitaire dans l'association de Sœur Emmanuel dans les bidonvilles du Caire. Et j'étais même encore il y a quelques années à peu près capable d'écouter Al Jazeera en arabe. Malheureusement, mon arabe s'est considérablement dégradé, sans doute parce que je ne le pratique pas suffisamment. Ah, c'est pas bon ça, si jamais je veux continuer à pratiquer l'arabe, il vaut mieux que je vous écoute en arabe. De ce point de vue, sur cette question du multiculturalisme, quel est le débat qui est posé? Le débat qui est posé, c'est finalement quel est le modèle d'intégration qui est le bon modèle pour l'Europe et plus particulièrement pour nos pays qui sont soumis à un grand défi d'intégration. Le raisonnement du multiculturalisme, et c'est le discours qui a été, et l'analyse qui a été tenue par David Cameron, par Angela Merkel et par Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il se traduit à l'arrivée par une intégration plus efficace? Est-ce qu'il se traduit à l'arrivée par une république qui arrive à concilier la diversité des personnes qui sont dedans? Ou est-ce qu'au contraire, ce modèle multiculturel, qui parfois consiste à fermer les yeux et à sombrer dans le laisser-aller et le laisser-faire, se retourne en réalité contre les personnes pour lesquelles elle est censée fonctionner? Est-ce que le modèle républicain ne fonctionnait pas mieux au début du XXe siècle, et notamment le modèle républicain français, avec un modèle d'intégration qui était très fort, sur un certain nombre de valeurs qui étaient clairement affirmées et sur lesquelles on considérait que l'adhésion et la vie en France supposaient d'adhérer à ce contrat social républicain qui était clairement exprimé et clairement mis sur la table. Vous savez, quand on parle de ces questions, j'ai un souvenir très précis. J'avais travaillé avec Bernard Stasi à la commission qui avait été voulue par Jacques Chirac sur le voile. La séance qui m'avait le plus marqué était une séance qu'on avait faite en huis clos, avec des filles qui venaient des quartiers et qui étaient venues parce qu'elles avaient demandé à nous parler. Elles nous avaient dit, c'est quoi votre République? Vous parlez de l'égalité homme-femme? Vous parlez de beaux principes? Et la réalité, c'est que derrière ces beaux principes, vous ne faites rien. Vous laissez totalement faire.
Et sous couvert de bonnes intentions, de bonne conscience multiculturelle, même si elles n'utilisaient pas le mot évidemment, c'était ce qui était les nerfs, vous nous laissez être opprimés. Nous, la République, on y croit, mais il faut qu'elle soit là. Et il faut qu'elle nous défende. Et je crois que finalement, ce qu'elle disait très bien, c'est la réaffirmation forte d'un modèle, d'une identité culturelle, qui suppose une réflexion sur beaucoup de sujets, qui suppose une réflexion sur quelle place pour un islam de France, comment est-ce qu'un islam de France est construit, quelle formation pour nos imams, quel financement pour nos mosquées, qu'est-ce qu'on considère comme étant compatible avec le contrat social républicain, qu'est-ce qu'on considère comme étant non compatible. Mais je vais rajouter un point, parce qu'à mon avis, pour moi, l'équilibre est là-dedans. Autant l'équilibre suppose une réaffirmation, et ça j'en suis très convaincu, du contrat social républicain et de son modèle d'identité qui est une identité forte. Mais en même temps, il ne peut pas subsister si on continue à avoir des discriminations aussi fortes sur l'accès à l'emploi. Et ça n'est pas possible. Et je crois que la balance que l'on doit trouver, c'est d'une part une réaffirmation très forte de ce qu'est le modèle social républicain, de ce qu'est son identité et de ce que sont les valeurs que l'on demande à tout Français de respecter quand il est sur notre territoire national. Mais de l'autre côté, il faut que nous, on soit beaucoup plus offensifs sur la lutte contre les discriminations, et notamment sur la lutte contre la principale discrimination qui est l'accès à l'emploi. Vous ne pouvez être plus exigeant que si de l'autre côté, vous montrez aussi que la République n'est pas qu'une République virtuelle, qu'elle ne vous demande pas que des devoirs en plus, mais qu'elle vous donne aussi un droit. J'ai été frappé ces dernières semaines, parce qu'on parle de modèle, à ce que tous mes collègues arabes, égyptiens et d'autres m'ont fait pendant les événements en Égypte et Tunisie. Pour eux, ils m'ont expliqué plusieurs fois, le seul modèle pour leur avenir, c'est la Turquie. Séculaire, démocratique, avec une grande dimension musulmane, et un point de désaccord fondamental entre Washington et le gouvernement, surtout M. Sarkozy, sur l'entrée de la Turquie totalement dans l'Union européenne. Ma question est la suivante. Étant donné que M. Sarkozy personnellement et le gouvernement, je suppose, s'opposent à l'idée que la Turquie devient un membre entier de l'Union européenne, est-ce que les événements ces derniers jours, ces derniers 18 jours en Égypte, en Tunisie, et ce qui bouge partout dans le Moyen-Orient, et l'idée que la Turquie est peut-être un modèle, a changé votre réflexion et votre approche vis-à-vis de ces questions? Je serai allé en Turquie le 25 février. Trop intelligente, et si je puis me permettre une boutade, presque trop intelligente. Parce qu'en réalité, vous démontez toute une partie de votre argumentation par votre question. Qu'est-ce que vous soulignez dans votre question? Vous soulignez que la Turquie est un modèle pour le monde arabe. Tant mieux. Et c'est une très bonne chose. Que la Turquie soit un grand pays, qu'il se soit affirmé par le biais de son évolution récente, par sa capacité à conjuguer les équilibres, tant mieux. Mais je ne vois pas, et j'ai plutôt même tendance à penser que vous affaiblissez votre raisonnement, si la Turquie est un modèle pour le monde arabe, ça montre aussi clairement que la vocation de la Turquie est précisément d'être un pays qui fait le lien entre plusieurs zones. Et c'est là où est sa force. Sa force, c'est d'être à la fois un pays qui est capable de dialoguer avec l'Europe, à la fois un pays qui est capable d'être un modèle pour un certain nombre de pays du monde arabe, à la fois un pays qui est capable d'avoir une exploration sur l'Orient plus vaste. C'est ça sa force. Et je pense que l'intérêt profond de la Turquie n'est pas dans une adhésion dans l'Union européenne, vous l'avez vous-même très bien souligné. Une évolution de la position française. Mais je ne vois pas, enfin, pardonnez-moi, mais dans votre propre question, vous l'avez démonté. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir en quoi est-ce que le fait que pour l'Égypte, il y a un certain nombre de personnes, parce que difficile d'étendre la totalité de votre raisonnement à toute la sphère politique égyptienne, j'ai beaucoup d'amis égyptiens avec lesquels je dialogue en ce moment, je n'entends pas totalement le même son de cloche. Mais il y a aussi ce son de cloche, et c'est vrai qu'il existe. Mais sincèrement, je ne vois en rien en quoi est-ce que, parce que l'Égypte considère qu'elle doit prendre une partie de son influence ou de son modèle éventuellement sur la Turquie, ça militerait pour que la Turquie rentre dans l'Union européenne. Sincèrement, j'ai du mal à faire le lien entre les deux. Écoutez, la première partie de ma question touchait les traités. Il n'y a rien dans les traités européens qui, en théorie, empêche la rentrée de la Turquie. On est bien au clair, c'est un choix, il y a un choix politique. Et c'est un choix qui consiste à dire qu'il y a un moment où l'Europe doit aussi trouver une limite. Et l'Europe n'est pas dans un élargissement sans fin. Et encore une fois, c'est un choix européen. On comprend très bien que d'autres pays puissent avoir un avis dessus, mais ce n'est pas à eux de dicter leur conduite à l'Union européenne.